Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. François Hollande va-t-il gracier Jacqueline Sauvage? Le chef de l'État reçoit sa famille et ses avocates à l'Élysée alors que la mobilisation ne faiblit pas pour demander la grâce présidentielle pour cette femme condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent. On en parle dans cette édition. La croissance est-elle en train de repartir? En 2015, le PIB français a progressé de 1,1%. À noter aussi un rebond de la consommation et une accélération des investissements, ce dont s'est félicité Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse. Vous l'entendrez dans ce journal. Le débat sur la dépénalisation du cannabis relancé par un pneumologue renommé. Pour lui, plus c'est interdit, plus il y a de consommateurs. La seule solution pour faire diminuer le nombre de jeunes qui fument serait donc de revenir sur l'interdiction de ce stupéfiant. C'était déjà une proposition des écologistes au Sénat. Débat à suivre dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. 2 mois après sa condamnation en appel, la mobilisation en faveur de Jacqueline Sauvage ne faiblit pas. Condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent et incestueux, tous les regards sont désormais tournés vers François Hollande. Le président de la République reçoit en ce moment même ses filles et ses avocates pour évoquer la possibilité d'une grâce. Géraldine Bavoilo. Le dossier est sensible pour François Hollande. Accorder ou non la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage. Cette femme de 66 ans a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui la battait depuis 40 ans. À 2 reprises, la justice ne retient pas la légitime défense. Depuis, un comité de soutien et une pétition en ligne réclament la grâce présidentielle. Pour la sénatrice Christiane Kamerman, l'une des signataires, le cas Sauvage est devenu un symbole. On souhaiterait que cette femme soit graciée. Tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt parce qu'elle tombe sous les coups de leur mari ou de leur compagnon. En France, où c'est le pays des droits de l'homme, c'est invraisemblable qu'on en soit arrivé là. Pour les magistrats, c'est un recours inapproprié. Ce droit de grâce est quand même une survivance des prérogatives royales et qu'on est maintenant dans une justice professionnelle. Ces décisions, elles ont été prises après plusieurs jours d'audience, après que les preuves aient pu être débattues publiquement et que les personnes qui assistaient au procès aient pu se convaincre de la réalité des charges. Début février, plusieurs parlementaires de gauche et de droite mobilisés autour du cas Sauvage souhaitent faire évoluer la loi. L'idée est d'introduire la notion de légitime défense différée pour répondre au danger de mort permanent. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec la sénatrice Jacky Deromedi, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Voilà, alors François Hollande, on l'a dit, reçoit en ce moment même les filles et les avocates de Jacqueline Sauvage. Est-ce que selon vous, première question, le chef de l'État doit gracier cette femme qui a été condamnée donc, à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari ? Tout ça, ça me semble tout à fait évident. François Hollande doit la gracier. Elle a vécu déjà 47 ans d'enfer et maintenant, il faut absolument qu'elle soit libérée pour rejoindre sa famille et vivre encore quelques années de façon sereine. Est-ce que la situation actuelle s'apparente à un déni de justice, selon vous? C'est ce qu'on entend beaucoup. Mais ce n'est pas vraiment la faute des magistrats. Il y a une loi et ils l'appliquent, ce qui paraît normal. Il faut maintenant, sachant que ce n'est pas le seul cas, il y a des quantités de femmes qui meurent tous les ans sous les coups de leur mari. Il faut que les magistrats soient formés pour ce genre de situation. C'est-à-dire, il faut élargir la légitime défense aux femmes victimes de violences conjugales? Oui, absolument. Il faut. La députée a proposé en effet la légitime défense différée et ça me paraît une excellente solution. Voilà, alors exactement. Donc l'avocate de Jacqueline Sauvage et la députée Valérie Boyer réfléchissent en ce moment même à un projet de loi ou une proposition de loi sur, vous l'avez dit, la légitime défense différée. C'est-à-dire une légitime défense qui serait spécifique aux femmes battues, qui existe déjà au Canada. Et on dit d'ailleurs qu'au Canada, Jacqueline Sauvage n'aurait pas été condamnée. Mais c'est quelque chose qui doit venir rapidement chez nous parce que c'est un problème que nous avons également. Est-ce que la société, est-ce que nous portons une part de responsabilité dans ce drame puisque ça fait 50 ans que cette femme était victime de son mari et personne n'a su la protéger de ce qu'elle vivait?
Il y a, à mon avis, en tout cas, une faute des médecins qui l'ont vu arriver dans les urgences et qui n'ont pas signalé. De la police, de la gendarmerie. Et peut-être des voisins, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a obligatoirement, vous savez, dans le monde où nous vivons, on est un peu trop refermé sur nous-mêmes. On ne fait pas attention à ce qui se passe chez le voisin et il faut aider les gens qui sont en difficulté. Alors, justement, vous êtes membre de la délégation droits des femmes ici au Sénat. Que peut-on faire de plus, justement, pour ces femmes victimes de violences? La loi n'est pas suffisante, le travail associatif n'est pas suffisant? La loi n'est pas suffisante. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça fait des années qu'on en parle et c'est beaucoup trop long. On met beaucoup trop de temps à sortir des lois qui vont faire que ces femmes seront vraiment protégées. Et mettre un numéro d'urgence, elles n'osent pas le faire. Ce sont des femmes qui n'osent pas dire les choses parce qu'elles ont quelque part honte ou elles sont pudiques. En tout cas, elles n'osent pas le faire. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions sur donc cette affaire Jacqueline Sauvage. Merci. Merci beaucoup, Saveria. Après 4 années de croissance quasi nulle, l'activité économique a redémarré en France en 2015 avec une légère hausse du PIB de 1,1%, bien loin des 2,2% sur lesquels tablait François Hollande dans son programme présidentiel. Même si la reprise est là, comme l'a affirmé ce matin Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse, Aurélien Romano. C'est un ministre tout sourire venu présenter ses vœux ce matin. Et pour cause, le chiffre de 1,1% de croissance a été atteint en 2015. Face à la presse, pas de triomphalisme. Ce chiffre est conforme aux dernières prévisions. Emmanuel Macron préfère souligner les bons signaux pour 2016, notamment sur l'investissement. L'investissement repart. Et tous les indicateurs que nous avons pour le début de cette année montrent que l'investissement privé se tient bien. Je pense qu'il faudrait qu'il aille plus loin. Nous ne sommes pas encore dans une reprise échevelée de l'investissement privé, mais c'était l'un des points de faiblesse de l'économie française en sortie de crise, et je crois que c'est l'un des points sur lesquels nous devons continuer à travailler. Plus on donne de la visibilité, de la stabilité et de la constance dans les réformes, plus on s'assure d'une reprise durable de l'investissement privé. Parce que ce qui motive l'investissement privé, c'est la visibilité et la confiance. Mais ça, c'est plutôt des signes positifs s'ils persistent. Autre signe positif, le marché de la construction repart enfin à la hausse alors qu'il tirait la croissance vers le bas précédemment. Dernier indicateur positif, la consommation des ménages. Cette consommation en hausse a tiré la croissance à ce niveau de 1,1 en 2015, même si elle a fortement chuté en fin d'année du fait des attentats de novembre et de la météo exceptionnellement douce au mois de décembre. Le gouvernement espère bien atteindre le fameux seuil de 1,5% de croissance en 2016. C'est à ce niveau que l'économie crée des emplois en nombre, le seul moyen d'inverser réellement la courbe du chômage avant le début de la campagne présidentielle. Fin de la grogne des taxis, à quelques exceptions près. Ils ont stoppé la mobilisation entamée 3 jours plus tôt après une réunion avec Manuel Valls, le Premier ministre, qui a annoncé un renforcement des contrôles des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. On écoute à ce propos Ibrahim Assila, responsable de l'association Taxi de France. L'échec, non, parce qu'on a quand même réussi à, je pense, pas trembler la France, c'est un grand mot, mais je pense qu'on s'est fait entendre. Je pense que les images qu'on a eues hier, ça fait le tour du monde. Je pense qu'on était là aujourd'hui, on nous a pris pour des voyous, on n'a pas eu de cassure, on n'a pas eu de violence, on a eu l'option d'indemnisation. Donc pour moi, je pense que j'ai accompli ma mission. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le Premier ministre, il le sait. Aujourd'hui, rien ne nous empêche, si les promesses ne sont pas tenues, de retourner à la rue. Donc maintenant, c'est parole contre parole. Donc on verra bien les actions après par la suite. Les 2 journalistes, Jean-Philippe Rémy et le Britannique Phil Moore, arrêtés au Burundi lors d'une opération de police contre des criminels armés, ont été libérés. La France, par la voix de Laurent Fabius, avait rapidement appelé les autorités du Burundi à procéder à leur libération immédiate. 1 an après les attentats de janvier 2015, quel bilan pour l'opération Sentinelle? 10 000 militaires patrouillent dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Ils assurent la sécurité des sites sensibles. Cette mission pourrait être pérennisée, mais l'armée en a-t-elle réellement les moyens? Alors que le moral des troupes est en berne, c'est ce qu'a voulu vérifier la Commission des Affaires étrangères du Sénat en se rendant au fort de Vincennes. Reportage de Faustine Saint-Geniès.
88 de pouls, 88 de pouls. Ceci n'est pas une attaque, mais une formation au secourisme. Au fort de Vincennes, un des centres de pilotage de l'opération Sentinelle en Île-de-France, les soldats sont préparés à toutes les situations. Simulation d'agression, formation aux techniques d'intervention rapprochées, un programme chargé pour les recrues comme Anaël, 19 ans. Quand on est en opération, par exemple, on va avoir une personne qui va venir, on va utiliser les techniques qu'on apprend pour pouvoir maîtriser la personne en cas de danger, sans utiliser l'arme. Sentinelle, cette opération déclenchée au lendemain des attaques de janvier 2015 mobilise désormais plus de 10 000 soldats pour prévenir des attentats en France et protéger plus de 700 sites du territoire. Ce jour-là, une délégation de sénateurs vient voir les conditions de vie des soldats, comme cette unité chargée de surveiller les sites de la communauté juive. Ils sont plutôt aimables, indifférents. Non, ils sont très aimables. Ils sont contents qu'on soit là, ils se sentent rassurés. On voit l'évolution du comportement en fait. Si c'est toujours très cordial et qu'on est toujours très bien accueilli, on sent que voilà, maintenant on fait un petit peu partie des murs. Un rythme soutenu et des conditions de vie souvent spartiates, comme dans cet ancien garage reconverti en dortoir. Une situation qui interpelle les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères venus en observateur. Il y a des douches. Alors en dur, vous avez 2 douches. L'armée, très engagée également dans les opérations extérieures, peine parfois à maintenir son niveau de mobilisation. Un risque balayé par le lieutenant-colonel Dautran pour sa zone d'opération. Les effectifs, ils sont suffisants pour garder l'ensemble des sites que nous avons sur Paris. Alors les conditions sont certes rustiques, mais elles s'améliorent petit à petit. Les crédits infra arrivent aussi petit à petit. En permanence, je vous demande de laisser un trinôme au niveau des véhicules. Mais l'opération Sentinelle est confrontée à d'autres difficultés. Dans un contexte budgétaire serré, la mobilisation de militaires à des fins de surveillance policière fait débat. Une spécificité qui doit être clarifiée pour le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jean-Pierre Raffarin. Nous voulons vraiment que Sentinelle soit une opération évaluée dans toutes ses dimensions, les troupes, leur morale, leurs moyens, mais aussi la philosophie que porte tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'armée dans les forces de sécurité? Qu'est-ce que c'est que l'armée sur le territoire national par rapport aux autres forces, par rapport à la police, par rapport à la gendarmerie? Il y a toute une réflexion à mener. Face au défi de l'opération Sentinelle, François Hollande a annoncé une hausse du nombre de réservistes ainsi que des compensations pour les militaires lors de ses vœux aux armées. Alors que le virus Zika se propage de manière explosive selon l'OMS qui provoquera une réunion d'urgence le 1er février, la ministre des Outre-mer relativise la recommandation de Marisol Touraine. Ce matin sur notre antenne, Georges-Paul Angevin estime en effet qu'il n'y a pas lieu pour les femmes enceintes de différer leur voyage aux Antilles. On l'écoute. Si je puis dire, on a un peu l'habitude parce qu'on a eu le problème du chikungunya il y a 2 ans. Et par conséquent, tout ce qui consiste à lutter contre les moustiques est mis en œuvre aujourd'hui dans les territoires. La particularité du Zika par rapport à la dengue ou au chikungunya, qui sont un peu des maladies similaires, c'est qu'on suspecte un risque pour des malformations pour les bébés. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent, mais à mon sens, une femme qui met du produit anti-moustique, qui dort avec une moustiquaire ou avec une clim fraîche, à mon sens, elle a un risque très limité. Un colloque se tenait aujourd'hui sur la santé au travail, l'occasion de rassembler spécialistes, chefs d'entreprise et parlementaires pour réfléchir à la prévention mais aussi à la prise en charge de la souffrance dans un monde professionnel en mutation. Écoutez à ce propos Annie David, sénatrice communiste et ancienne présidente de la Commission des affaires sociales au micro de Tam Tran Nuit. Pas normal aujourd'hui au XXIe siècle. Avec les progrès technologiques, avec les progrès du numérique, avec les progrès de la société, que des gens soient en souffrance au travail. Il ne faut plus perdre sa vie à la gagner quand même. Il faut avoir droit à la déconnexion, par exemple. Le nombre de cadres qui travaillent pratiquement 24 heures sur 24, au travail, à la maison, en week-end, ils ont l'ordinateur portable à portée de main et un iPhone, tous ces outils modernes. Tous ces outils modernes ne doivent pas nous aliéner, mais doivent au contraire nous émanciper. Je vous le disais en titre, le débat sur la dépénalisation du cannabis relancé par le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue. Il s'inquiète de voir la consommation de cannabis augmenter chez les jeunes. Il s'appuie sur le retour d'expérience d'États américains qui ont assoupli leur législation. Explication Jordan Klein. Le cannabis, une drogue très populaire en France.
L'Hexagone est le premier consommateur européen, ex aequo avec la République tchèque. 17 millions de Français affirment en avoir déjà fumé. Pourtant, la législation française est l'une des plus fermes d'Europe. L'usage de cannabis est passible d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, même si des peines de prison sont rarement prononcées. A l'inverse, aux Pays-Bas, l'usage est autorisé et seulement 29% des jeunes ont déjà essayé, contre 45% en France. Pour le professeur Dotzenberg, pneumologue reconnu, le constat est clair. Plus c'est interdit, plus il y a de consommateurs. De fait, depuis 1991, le nombre d'usagers a explosé avec environ 20% d'augmentation. D'autres voix s'élèvent contre la légalisation. Pour l'association Parents contre la drogue, son usage chez les jeunes est dangereux et cause des dommages irréversibles au cerveau. L'année dernière au Sénat, la proposition de loi d'Esther Benbassa pour autoriser son usage a été rejetée en séance. Alors faut-il légaliser l'usage du cannabis? Le débat est relancé. Et on ouvre le débat de ce Sénat 360 avec mes deux invités aujourd'hui. Jean Desessarts, bonjour. Bonjour. Sénateur écologiste de Paris, merci d'être avec nous. Face à vous, Amine Benyamina, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et vous êtes responsable de ce centre d'addictologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Desessarts, on le voit, ce débat sur la dépénalisation du cannabis, on n'en sortira jamais vraiment. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition du professeur Dotzenberg? Voilà, c'est une avancée intéressante puisque nous, les écologistes, avons déposé une proposition de loi en février 2015. Donc j'étais le rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat. Et dans ce projet de cette proposition de loi, nous avions comme projet justement de dépénaliser l'usage du cannabis en disant que toutes les mesures aujourd'hui ne servaient à rien. La France était un des pays où on consommait le plus de cannabis, alors qu'il y avait la plus grande répression. Donc il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal, c'est la plus grande répression, et pourtant c'est l'endroit où on consommait le plus. Avec les risques que justement on ne pouvait pas contrôler le produit, puisque justement il était interdit, on ne pouvait pas faire de prévention, que cela coûtait cher à la société, et donc on disait, faut se rendre à l'évidence, si on légalise, ça coûtera moins cher à la société, ça peut même rapporter. Mais on pourra contrôler l'usage des jeunes et des moins jeunes et on pourra avoir un contrôle de la qualité du produit. Et donc, on peut se réjouir qu'un adversaire donc, de la légalisation, aujourd'hui, se rende compte que, justement, la politique qui est menée aujourd'hui, une politique de répression, ne sert à rien, au contraire, et donc de venir sur le réalisme qui serait aujourd'hui de légaliser le cannabis. Oui. Amine Benyamina, que pensez-vous de cette proposition? Est-ce qu'il n'y a pas là le risque finalement de banaliser un produit qui reste dangereux, il faut le rappeler? Alors les termes sont importants. Vous avez parlé de dépénalisation, il y a le terme légalisation, ce sont deux choses extrêmement différentes. Lorsqu'on dépénalise, on peut envoyer un signal d'innocuité, ce qui n'est pas vrai. Quand on légalise, on a une attitude responsable. C'est-à-dire on accompagne un phénomène qui s'est imposé dans la société, qui est le cas du cannabis en France, dont on voit de manière inexorable la prévalence toucher une population vulnérable que sont les adolescents. Sachez qu'actuellement, la meilleure façon, puisqu'on n'a pas de traitement de fait, d'accompagner un phénomène addictif, c'est réduire les dommages liés à la consommation ou bien l'utilisation du produit. On a mis en place cette politique un petit peu partout. Je prends l'exemple, puisque vous avez parlé de Bertrand Dotzenberg, par la cigarette électronique. On sait pertinemment que les gens consomment, mais on essaye, à travers cette cigarette électronique, de limiter tout ce qui est vapeur, tout ce qui est combustible, tout ce qui est élément toxique, du moins dans la mesure du possible. En revanche, pour ce qui est du cannabis, on ferme les yeux, on met le problème sous le tapis et on dit il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'on est sur un phénomène qui touche la jeunesse, c'est un phénomène de société qui est très français. Dans les statistiques dont parle Bertrand Dotzenberg, qu'a rappelé monsieur le sénateur, la France est le pays dans lequel on a l'arsenal judiciaire le plus répressif, le plus prohibitif, et avec une prévalence extrêmement importante chez les adolescents. Moi, je suis médecin. C'est compliqué pour moi de dire fumer, il n'y a pas de problème. En revanche, je suis également un observateur de la société dans laquelle ces jeunes viennent me voir. Je sais pertinemment que le fait d'accompagner, de protéger, offrira probablement moins de problèmes que n'est la situation de statu quo dans laquelle on se trouve. Prenons un exemple. L'alcool tue 45 000 personnes par an. Est-ce que l'alcool est interdit?
Il n'est pas interdit en France. Le cannabis ne tue personne, du moins pas directement. En revanche, on a mis en place une stratégie de réduction des dommages par l'alcool, pourquoi pas avec le cannabis. Ouais. Jean Desessarts, comment expliquez-vous finalement qu'au niveau politique, on n'arrive pas à sortir de ce débat on parlait des politiques de prévention bien insuffisantes certainement. Je crois qu'on reste sur un principe moral de dire ah, comme c'est pas bien, faut interdire. Mais ça ne tient pas compte de la réalité. La réalité est que même si on interdit, on consomme plus qu'ailleurs. Donc, on devrait tenir compte de la réalité, de dire est-ce que vraiment la politique que je mène est efficace? Je crois que dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. On s'occupe peu de l'efficacité d'une stratégie. On part sur des a priori et on en reste là. Le côté positif de l'intervention du professeur, c'est alors qu'il était opposé, c'est de dire il faut se rendre compte que cela, on a eu un échec. Il faut qu'on pose le problème différemment. Et il a dit, dans les États américains, où on a permis l'utilisation ou l'usage du cannabis, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de drames qu'ailleurs, qu'avant. Et au contraire, et je voulais intervenir sur phrase que vous avez dite, madame. Vous avez dit c'est un produit dangereux. On l'a pas nié. Lorsque j'ai fait le rapport pour le Sénat, je n'ai pas nié. Mais comment on corrige justement le fait que ça soit dangereux? D'abord, il faut relativiser. On n'est pas addict au cannabis comme on l'est à l'alcool, au tabac, à la cocaïne ou à l'héroïne. Ensuite, l'usage est dangereux pour un usage important chez les jeunes. Mais pour un usage récréatif pour les adultes, il n'y a pas de problème en particulier. Donc comment on contrôle le mieux l'usage que les jeunes en font? Comment on fait de la prévention? C'est en justement dénonçant les dangers, en présentant les dangers devant les jeunes, en faisant de la prévention, mais pas en se cachant les yeux alors que les jeunes y consomment. Comment ça se passe très concrètement dans votre service d'addictologie, ces jeunes que vous voyez? Est-ce qu'ils ont conscience à la fois des dangers, de l'aspect produit interdit? Alors, on a plusieurs cas de figure. On a des très très jeunes dont les parents se rendent compte qu'ils consomment. Ils ne sont ni addicts ni en difficulté, évidemment. Ils sont alertés parce que bon, ça fait peur. C'est la drogue, entre guillemets. On les voit, c'est un travail de sensibilisation. Et puis les choses rentrent dans l'ordre des choses. Et puis on a des moins jeunes avec lesquels les vrais dommages sont installés, avec des problématiques psychiatriques, avec des décrochages scolaires. On met en place une stratégie de prise en charge, comme toute maladie. Je voulais revenir juste un tout petit peu pour vous dire un élément important. Le reste du monde est en train de prendre conscience des débats en lieu. La France se vit comme une gaule fermée sur nous-mêmes et on ne veut pas parler de manière claire, on ne veut pas aborder ce débat. Le débat va venir et va nous interpeller dans un espace qui est l'Europe, le monde entier. On va devoir probablement légiférer dans l'urgence sans avoir fait le diagnostic, le constat, la problématique ici. Et c'est ça où le bas blesse. Comme le disait monsieur le sénateur, on ferme les yeux en pensant que on est conscient que c'est un problème, le cannabis chez les jeunes. C'est parce qu'on est conscient, c'est parce qu'il y a une filière de trafic, c'est parce qu'il y a des connexions, il y a beaucoup d'argent, que globalement, on se rend compte qu'il y a à la fin un problème sociétal, d'économie, de banlieue, mais pas que de banlieue. Il y a des problèmes de délit, il y a même des problèmes de violence, et on laisse faire les choses. Jean Desessarts, comment être sûr finalement, parce que vous parliez de ces retours d'expérience dans certains États américains qui ont assoupli leur législation, et vous le disiez, ils ont vu une diminution de la criminalité liée au trafic, sans toutefois constater une explosion de la consommation. Mais comment on peut être sûr en France que les mêmes causes produiraient les mêmes effets? En tout cas, on s'aperçoit que c'est le pays où il y a le plus de répression et où il y a le plus de fumeurs. Donc déjà, ça devrait interroger. Deuxième, quand on parle de dangerosité, il faudrait aussi parler de la mafia. Oui. C'est-à-dire le fait que ça soit interdit veut dire qu'on fume parce qu'on achète à des vendeurs. Les vendeurs ne vendent pas d'ailleurs que du cannabis. Ils vendent aussi d'autres substances plus dangereuses, première chose. Ensuite, on entretient tout un trafic illicite avec des fonds non contrôlés. On entretient de la criminalité parce que ça fait des bandes qui sont organisées, qui ont des moyens. Et il serait quand même, quand on parle de dangerosité, il faudrait qu'on en parle à tous les niveaux. Et aussi le fléau social que représentent aujourd'hui les mafias liées au cannabis. Le fléau social fait qu'un certain nombre de gens consomment en illégalité, ce qui veut dire ils sont dans l'idée que c'est normal d'être dans l'illégalité, puisque fumer un joint, c'est normal pour les jeunes, donc on est
dans l'illégalité. Et on trouve ça normal de fait, puisque c'est le seul moyen de consommer. Donc il faudrait voir la dangerosité sociale qu'introduit le cannabis. Donc, quand même, on n'est pas différent des Américains. En quoi on serait différent des Américains? Les Américains, ils ont légalisé, ça se passe bien. Il y a même un État, au Colorado, qui fait des bénéfices. Absolument. Hein, ça rapporte. Et surtout, avant, ils mettaient un argent très important dans la lutte contre les mafias. Et de fait, ils ne sont plus obligés de s'organiser de la même façon pour lutter contre le trafic. Oui. Je vous vois acquiescer à cette mais je suis d'accord. sur ces retours d'expérience. Je reviens aussi à cette Absolument. question. D'ailleurs, quand on dit légaliser le cannabis, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on va aller au supermarché, acheter ses cigarettes. Ou bien c'est dans un cadre précis. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. C'est parce qu'on a à la fois une envie de diminuer la prévalence de la consommation, de savoir ce que consomment les jeunes. C'est un constat d'échec de toutes ces politiques de prévention, Mais finalement. quand c'est une politique de prévention qui a montré ses limites, la prohibition a montré ses limites. Et quand quelque chose ne marche pas, il faut pas s'acharner à maintenir la même chose. C'est vraiment le seul domaine dans lequel on ne veut pas faire autre chose que rester dans la prohibition. Il y a des postures en France qui sont anciennes, des postures de principe de prestance. Rendez-vous compte que pour ce qui est du cannabis, c'est quand même le seul sujet un peu bizarre pour lequel on interroge les futurs candidats à la présidence, leur demandant s'ils en consomment ou pas. On a passionné le débat, alors que le débat peut très bien trouver une issue intéressante avec des éléments scientifiques validés, des statistiques, mais on n'a pas envie. On a le sentiment qu'il y a une intelligence pour analyser et une espèce de totémisme pour rester à l'envers de la réalité. Oui. Jordan Klein le rappelait dans son sujet, la proposition de loi qui avait été défendue ici au Sénat par le groupe écologiste, finalement, n'a pas été adoptée. Est-ce que vous allez monter à nouveau au créneau sur ce thème dans les mois qui viennent? On serait prêt à monter au créneau tous les mois, si nécessaire, et tous les ans. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, les politiques donnent un signe, parce que nous, on a donné le nôtre. Hein. Les professionnels de la santé ont donné le leur. Ils ont dit, attention, les politiques ne servent à rien. On pourrait interroger plus avant, d'ailleurs, les professionnels de la sécurité, de voir ce que représente la lutte contre les mafias. Donc nous, on est bien sûr prêts à monter les créneaux. S'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent comme celle du professeur et qui viennent de milieux autorisés, des personnes qui, à un moment, se sont opposées d'ailleurs à la légalisation du cannabis et qui disent maintenant, il faut se rendre à l'évidence, nous avons échoué et il est temps de penser autrement et de mener une autre politique. S'il y a quelques voix qui se lèvent ainsi, bien sûr, nous serons au premier rang, nous les écologistes, et on espère avec d'autres, pour proposer la légalisation du cannabis à nouveau. La balle est finalement dans le camp du corps médical. C'est aussi à vous de porter le corps médical, il n'est pas audible. Je suis désolé, on s'est exprimé grâce aux médias. Le débat peut être un débat d'experts, on est prêt à le porter. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut légaliser, parce qu'on a les arguments pour, mais il faut légaliser de manière contrôlée, avec un cadre précis, notamment la protection des jeunes et des moins jeunes. On sait que la consommation précoce est un signe de mauvais pronostic. À partir d'un certain âge, il y a des possibilités de consommer sans difficulté. On le sait, tout ça. Les données sont présentes. Elles sont là, elles sont tout à fait libres dans les autres pays du monde, mais pas en France. Je vous donne un exemple. On a eu le débat sur le cannabis thérapeutique. Passons, c'est autre chose. Hein. Vous savez que lorsque les psychiatres français ou bien les médecins français se déplacent dans les congrès internationaux, la loi nous interdit d'aller écouter ce type de présentation parce qu'on est encore enfermé par la loi de 70, y compris ce débat qu'on a. Hein. Si la loi devait s'exprimer de manière rigoureuse, on ne peut même pas en parler. Hein. C'est la loi de 70. Alors peut-être vous, en tant que parlementaire et législateur, que répondez-vous à cette interpellation J'avais auditionné monsieur le professeur lors des auditions et effectivement il parlait de son expérience, hein, puisqu'il est à l'hôpital des Juifs pour lutter contre les addictions, donc il connaît le sujet et je crois que lui, comme beaucoup de professionnels de santé, diront que la légalisation permet la prévention. La clandestinité ne permet pas la prévention, ne permet pas d'en parler. Eh ben, ça sera le mot de la légalisation permet le contrôle. Donc justement, tous ceux qui disent on lutte nous contre l'usage du cannabis et ses effets néfastes, ils se trompent. Parce que justement c'est la clandestinité et que rien n'est dit sur la qualité de produit, rien n'est dit sur ses dangers, en particulier pour les plus jeunes, rien n'est fait pour un contrôle
et une vente normale. Et tout se fait aujourd'hui dans leur clandestinité. Merci beaucoup Jean Desessart. Merci Amine Benyamina d'avoir participé à ce débat. Merci Tout de madame. suite, retour sur les temps forts des travaux parlementaires de cette semaine, sélectionnés aujourd'hui par Nadia Belromari. L'article 1er A, issu de l'amendement de notre rapporteur, propose de donner à la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs un caractère automatique pour les personnes condamnées pour infractions sexuelles contre mineurs. Nous considérons, comme je l'ai déjà dit, que le principe d'individualisation de la peine doit primer. Nous ne pouvons donc souscrire à l'automaticité prévue ici. Nous considérons également que ce genre de mécanisme constitue une certaine défiance à l'endroit des magistrats, ce que nous regrettons. Nous proposons donc, à l'instar de nos collègues du groupe socialiste, de supprimer cette disposition. Il ne surprendra personne que j'adopte ici la même position que la garde des Sceaux qui l'avait exprimée en octobre dernier, à savoir que nous ne sommes pas favorables aux dispositions qui portent une atteinte inutile et très contestable au principe d'individualisation des peines. Nous préférons faire confiance aux magistrats pour qu'ils adoptent la sanction la plus adaptée à l'auteur des faits. Par ailleurs, je voudrais simplement dire que tout a été dit sur le caractère un peu d'affichage que peut revêtir une telle disposition. Je voudrais aussi dire que, par ailleurs, une telle disposition ne répond nullement à l'objet même de cette loi. C'est-à-dire que l'objet de cette loi, il est d'améliorer la transmission des informations entre l'autorité judiciaire et nos administrations. Donc, je préfère qu'on se concentre sur ce sujet qui est celui qui posait des dysfonctionnements structurels et auxquels nous apportons des réponses. Nous sommes très attachés à ce dispositif. Pourquoi, Madame la Ministre? C'est parce que le but aujourd'hui n'est pas simplement de faire un texte administratif, voire technocratique, qui organiserait la transmission de l'information, il est d'assurer la protection des mineurs par différentes voies. Et s'il est bien un moyen permettant d'assurer la protection des mineurs, c'est bien de faciliter les mesures de contrôle judiciaire, en l'espèce le prononcé d'une interdiction d'une activité en contact avec les mineurs. Dois-je rappeler que dans les malheureuses affaires qui ont déjà été citées, ces deux affaires d'Orgères et de Villefontaine, qui ne sont malheureusement que l'exemple ou l'illustration de beaucoup d'autres affaires, les juges n'avaient pas prononcé la peine d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs. Si cette peine avait été prononcée, probablement que les faits n'auraient pas eu lieu. Du moins, on peut supposer qu'il y aurait une plus forte probabilité pour qu'il n'ait pas eu lieu. Donc nous souhaitons, c'est vrai, inciter les magistrats à prononcer ces peines. Et quant au respect du principe de l'individualisation des peines, outre le fait que ce dispositif a été parfaitement reconnu par le Conseil constitutionnel, il assure parfaitement, il respecte parfaitement la liberté de choix du magistrat, puisqu'il suffit qu'il motive sa décision au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, ce qui est très facile à rédiger dans les faits, pour que la peine complémentaire ne soit pas prononcée. Donc nous maintenons cette disposition que nous avons déjà votée au Sénat parce qu'elle sera efficace et j'oserais même dire parce qu'elle est nécessaire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'enfants. Il s'agit d'enfants. C'est un tout petit peu un certain nombre de ces raisonnements de puristes, de linguistes, etc. et essayer de se pencher véritablement sur ce sujet qui mérite pour moi une attention particulière. Alors, je me souviens sur un autre sujet, bien sûr, on est tous puristes, selon qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition. Rappelez-vous, le sujet n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire qu'on peut toujours changer d'idée, lorsque l'on a parlé de la clause générale de compétence. Il y avait des puristes. Puis les puristes, ils ont changé d'avis quand ils ont changé de camp. Donc, non, mais enfin un certain nombre, ça a changé des majorités, la majorité de la majorité, si j'ose dire. Donc c'est quand même intéressant de se poser quelques questions et d'aller au-delà de son analyse extrêmement précise du mot et du verbe et de penser que derrière il y a des enfants et qu'il y a des drames. Encore ce matin, à la radio, nous entendons souvent des responsables agricoles de toute organisation se plaindre que notre pays, la France,
va trop loin en matière de normes par rapport aux autres pays européens et qu'ils sont pénalisés, bien sûr, dans l'exploitation et dans leur production. Moi, je veux savoir exactement, est-ce vrai et pourquoi? Il y a un sondage récent là, que j'ai vu qui demandait aux agriculteurs quelles étaient les choses qui les empêchaient le plus d'être heureux. Et donc, ça a été fait en novembre. On aurait pu imaginer que ça soit les prix, que ça soit le revenu. La première des choses, c'était les contraintes administratives et les normes. La deuxième, c'était l'image. Et seulement après venait le revenu. Et après, le temps consacré à sa vie personnelle et à sa famille. Et vous voyez l'ordre, c'est quand même extrêmement révélateur de comment le monde rural et le monde agricole aujourd'hui vit cette pression normative et réglementaire. Alors, deux exemples par rapport à ça. Le premier, qui s'adresse effectivement à l'ANSES, à l'EFSA et la manière dont on gère les choses, y compris ici des débats de la semaine dernière, vous le disiez, sur les néonicotinoïdes. En fait, moi, je vous donne des constats parce que je suis pas scientifique et je ne sais pas comment tout ça se fait, mais au bout de la chaîne, un agriculteur producteur de riz en Camargue en France, donc, aujourd'hui, il a à sa disposition pour traiter les mauvaises herbes, et Dieu sait quand il fait chaud et qu'il y a de l'eau, c'est le propre des rizières, il y a quand même un peu de mauvaises herbes, il a à sa disposition 6 produits. Dans la même zone, puisque vous savez que pour délivrer les AMM, l'Europe est coupée en 3 zones de reconnaissance, chaque pays, il y a l'ANSES et autres, mais il y a 3. Donc dans le même cadre, vous avez donc 6 en France, en Espagne, 18. Et en Italie, de l'autre côté de l'autre frontière, 21. Et donc effectivement, on s'aperçoit que la pression et la manière dont les choses sont homologuées ou pas en France est extrêmement drastique et draconien. Alors, on pourrait s'en féliciter pour les risques, mais la conséquence derrière, c'est comment on fait pour lutter et comment on fait pour ne pas créer de résistance et de choses encore pires. Et donc effectivement, ce qui a été abordé il y a 2 minutes par Madame Weber, j'espère, va permettre d'avoir un peu du recul et de voir comment on gère ça. Ou alors sinon, il n'y a plus de riz en France. Alors peut-être qu'il y en a qui seraient extrêmement contents. Du coup, les zones qui est la riziculture permet de désaliniser cette zone-là. Du coup, je pense qu'en termes de richesse, de biodiversité, effectivement, on aurait un peu plus d'eau salée, la mer serait un peu plus là, on aurait un écosystème en moins. Franchement, je ne pense pas qu'on gagnerait en biodiversité. Donc quand je parlais tout à l'heure du coût-bénéfice et de regarder les impacts des décisions et des autres, il faut le regarder, il faut améliorer les choses, il faut interdire ce qui doit être interdit. Je n'ai pas dit le contraire, mais il faut le faire avec beaucoup de recul. Le texte préserve l'équilibre entre droit du malade et obligation de prise en charge par les équipes soignantes. En 2005, le Sénat avait adopté le texte de la proposition de loi dite Leonetti sans modification pour avancer au plus vite. Sur le texte qui nous est aujourd'hui soumis, il fallait prendre tout le temps parlementaire nécessaire aux clarifications et aux garanties que nos concitoyens sont en droit d'exiger. Le dialogue au sein de la CMP a été constructif puisque nos collègues députés ont admis la nécessité de modifier leur texte initial sur plusieurs points fondamentaux et que les exigences du Sénat ont été traduites dans le texte. Le texte du Sénat visait à garantir la liberté du patient. S'agissant tout d'abord du contenu des directives, la CMP a retenu la rédaction souhaitée par le Sénat afin qu'elle permette aussi d'indiquer sa volonté de poursuivre les traitements. Le texte initial mentionnait exclusivement un souhait d'arrêt ou de limitation des traitements. Dans le même esprit, à l'initiative du Sénat, le texte de la CMP précise qu'elles peuvent être révisées et révoquées par tout moyen. Dans tous les cas, la sédation profonde et continue ne sera qu'un ultime recours après échec des autres prises en charge palliatives. Les Français, nous le savons tous, expriment une exigence forte, celle de la dignité. C'est probablement le mot qui s'est imposé au cours de ces débats qui n'avaient pas existé dans les années précédentes. Cette dignité, cette exigence de dignité rejoint
l'aspiration à la liberté, à l'expression de l'autonomie de la personne. Ces attentes, ces demandes sont fortes et c'est pour y répondre que le président de la République avait, dans sa campagne, pris l'engagement de permettre à toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, de demander, dans des conditions strictes et précises, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Mesdames et messieurs les sénateurs, je veux le dire, certains sont plus attentifs que d'autres à cela, par nature, par engagement politique. Cet engagement pris par le président de la République est tenu. J'entends parfaitement que certains considèrent qu'il aurait pu donner lieu à d'autres orientations. Il y avait assurément d'autres manières de concrétiser cet engagement. Mais nul ne peut dire que cela n'est pas le cas. Le texte tel qu'il est issu de vos débats est au rendez-vous de cette exigence et je veux vous le dire très sincèrement, en votant cette loi, vous consacrerez une avancée historique. Historique parce que pour la première fois, c'est le malade qui est au cœur de la décision relative à la fin de sa vie. Jusque-là, les décisions, les règles qui existaient, la loi qui avait été votée, étaient consacrées aux médecins à définir leurs droits et leurs devoirs. Pour la première fois, la loi se place du point de vue du malade et de l'expression de sa liberté et de sa volonté. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est le point essentiel du texte et fut le plus contesté de chaque côté. La sédation profonde et continue ne sera jamais la réponse à une demande d'assistance médicalisée active à mourir, mes collègues l'ont dit. Elle ne saurait être le seul moyen pour assurer le droit à une fin de vie digne. Certains continueront donc à partir à l'étranger pour avoir la possibilité d'une assistance active à mourir que ce texte ne permet pas, ça n'était pas son but. Elle sera toujours réservée à ceux qui ont les moyens de s'expatrier pour en bénéficier. Pour ce qui est de la sédation profonde et continue, son champ d'application demeure restreint. Il a été précisé pour rassurer les plus réticents, un élément allant au-delà de la seule volonté du patient limitera les cas où cette sédation sera mise en œuvre. Le droit à une sédation sera ouvert aux patients en toute fin de vie, uniquement si l'arrêt des traitements provoque une souffrance insupportable. Nous souhaitons qu'il soit possible un jour d'aller plus loin et peut-être pas dans un avenir si lointain. N'attendons pas encore 10 ans pour changer la législation en la matière. Nos concitoyens et concitoyennes souhaitent rapidement des réponses nouvelles pour choisir leur fin de vie, ce que ce texte ne permet pas. Il s'adresse, cela a été bien dit, à ceux qui vont mourir et non pas à ceux qui souhaitent abréger leur souffrance. Le Sénat a une responsabilité, celle de prendre en compte les attentes et d'entendre ce que réclame une très grande majorité de la population. Nous ne souscrivons pas à la prudence de la proposition de loi. Nous sommes réservés sur un certain nombre de points, je l'ai dit, mais le texte qui nous a été soumis est politiquement équilibré, il est juste, il est sensé et il est, en tout cas dans son énoncé, respectueux des malades. Je le dis, ce texte sera vain s'il n'est pas accompagné d'un plan d'envergure sur les soins palliatifs. Cela nécessite des moyens pour la formation d'un personnel qualifié, la création de structures spécialisées et d'unités mobiles. Ce texte, élaboré et validé par la commission mixte paritaire, n'est pas un texte de consensus mou, comme certains ont déjà pu le dire, mais un texte de convergence. Disons-le clairement, il ne satisfera pas ceux qui souhaitent la légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie. Ce texte colle aussi au plus près de la réalité clinique. Derrière les mots et l'apparente froideur d'un texte juridique se cache la souffrance en général. Je dis souffrance et pas seulement douleur ou inconfort, mais aussi le désarroi de la famille et la solitude du soignant et pas seulement celle du médecin. Au-delà de cette proposition de loi, l'enjeu majeur réside dans un accès réel de nos concitoyens aux soins palliatifs. Le Sénat l'a manifesté en inscrivant dans le texte le principe de leur diffusion sur l'ensemble du territoire ou encore en précisant l'obligation de formation des professionnels de santé. Nous serons attentifs
à la mise en œuvre du plan triennal de développement des soins palliatifs annoncé par vous, Madame la Ministre. Il doit permettre l'accès effectif aux soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin, que ce soit à l'hôpital, en établissement pour personnes âgées dépendantes ou à domicile. Il doit aussi favoriser la généralisation d'une culture palliative, aujourd'hui encore trop cantonnée à des équipes spécialisées. C'est à cette condition que nous garantirons à nos concitoyens un droit fondamental, celui d'être reconnu dans la dignité de son existence jusqu'au terme de sa vie. Les chiffres du chômage tombés hier sont cruels pour votre gouvernement et confirment l'inexorable montée du chômage, plus 700 000 chômeurs depuis le début du quinquennat. Quel triste bilan. Avec cette hausse, la France, pour laquelle aucune des régions n'est épargnée, est parmi les plus mauvais élèves en zone euro. Et pourtant, nous sommes dans une conjoncture économique favorable, avec des taux d'intérêt bas, un pétrole bon marché et une inflation quasi nulle. Outre-mer incluse, 5 750 000 personnes pointent à Pôle emploi, dont 2,5 millions depuis plus d'un an. Ces chiffres doivent nous révolter, car ils nourrissent la désespérance, terreau du vote extrémiste. Et derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes de tous âges et de toutes conditions, atteints dans leur dignité et qui vivent mal cette situation. De la boîte à outils imaginée en septembre 2012 au énième plan présenté en janvier par le président de la République, en passant par la fameuse promesse d'inverser la courbe du chômage fin 2013, le constat d'échec est accablant. Il traduit vos choix économiques et politiques, vos mauvais choix pour combattre ce fléau et créer de l'emploi. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quand et comment allez-vous non plus traiter seulement les conséquences, mais vous attaquer enfin aux causes profondes? Le contexte de l'année 2015 a été différent des autres contextes des années précédentes. Notre pays a créé plus d'emplois qu'il n'en a détruits. Certes, pas suffisamment. 46 000 créations nettes d'emplois, ce n'est pas suffisant par rapport à notre croissance démographique. Vous prenez l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a 700 000 départs en retraite et un peu plus de 400 000 entrées sur le marché du travail. En France, nous sommes à 700 000 départs en retraite et entre 800 et 850 000 entrées sur le marché du travail. Autre enseignement de l'année 2015, c'est la baisse du chômage des jeunes. Et c'est la première fois depuis 2010 de près de 4%. C'est un signe encourageant. Et ça montre qu'une chose, c'est que notre mobilisation doit continuer. Ce contexte difficile pour les personnes qui sont justement dans cette désespérance, que vous avez à juste titre souligné, ce contexte difficile justifie pleinement le plan de mobilisation pour l'emploi que le président de la République a présenté la semaine dernière. Et ceci sur deux raisons. Soutenir la création d'emplois. En une semaine, 7 000 employeurs ont demandé l'aide TPE-PME et en accélérant la formation des demandeurs d'emploi les plus éloignés pour répondre à cette question des métiers non pourvus. La France agricole a mal. La détresse des agriculteurs est infinie. Leur colère est légitime et chaque jour des exploitations ferment. Tous les 2 jours, un agriculteur se suicide. Depuis plusieurs mois, les filières du lait et de l'élevage traversent une crise particulièrement grave, récemment accentuée par la crise aviaire dans le sud-ouest. Vous avez annoncé l'été dernier un plan de soutien à l'agriculture. Cependant, aujourd'hui, rien n'est réglé. 700 millions d'euros ont été débloqués, soit, mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Quelle est votre vision pour l'agriculture française? Quel est votre cap? 15 000 dossiers sont éligibles au fonds d'allègement des charges. Est-ce une quelconque source de fierté? Accepteriez-vous de travailler et de vendre à perte, Monsieur le Ministre? Toute la filière d'élevage française est aujourd'hui menacée alors qu'elle est déterminée à réussir. Prenez vos responsabilités. La majorité sénatoriale a pris les siennes en adoptant une proposition de loi courageuse qui a malheureusement été rejetée hier par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'est une marque de mépris vis-à-vis des agriculteurs. Porte-parole du gouvernement et ministre, les paysans ont droit à un ministre à temps plein. Prenez vos bottes, allez dans les fermes, sortez de Paris, sillonnez la France, à laisser l'agriculture en jachère, vous récoltez la colère. La France agricole est debout, mais elle est à bout. Je n'ai qu'une question. Qu'attendez-vous pour agir enfin efficacement en adaptant des mesures structurelles et non plus conjoncturelles?
La crise agricole, vous le savez, elle n'est pas simplement française, elle est au moins européenne et vraisemblablement mondiale. Et le gouvernement a réagi à la fois de façon conjoncturelle et structurelle, vous le savez, depuis l'été dernier. J'en veux pour preuve que déjà 15 000 dossiers sont déjà payés effectivement, mais notre action ne s'arrête pas là. De nouvelles propositions de simplification de normes, Madame la sénatrice, seront présentées avant la fin du mois de février. Ces normes, je pense que ce n'est pas ce gouvernement qui les a forcément accumulées depuis quelques années. Je pense qu'il y en a un certain nombre auxquels vous avez effectivement contribué, chers amis de l'opposition d'aujourd'hui et de la majorité d'hier. Stéphane Le Foll rencontrera le commissaire européen sur la question de l'étiquetage et sur des mesures de gestion de marché, puisque vous savez que c'est la responsabilité. Par ailleurs, le gouvernement appelle solennellement les entreprises de la transformation et de la distribution à un esprit de solidarité, car voilà les mesures structurelles qu'il faut prendre. Chacun doit prendre ses responsabilités et de ce point de vue, les choses bougent. On a dit et on dit depuis ce matin combien les transports publics sont par définition et anxiogènes et une cible potentielle du terrorisme, une cible facile, que ce soit le métro, un train, un RER, c'est une cible facile. Ça s'est fait malheureusement ailleurs, ça s'est fait autrefois dans notre pays, et par conséquent se pose un vrai sujet. Les directions de la SNCF et de la RATP reconnaissent qu'elles ne savent pas, et qu'on ne leur communique pas, qui parmi le personnel, notamment de conduite, est fiché S, qui est dans les fichiers S+, paraît-il, puisque maintenant il y a des S+, qui est fiché S+, c'est-à-dire vraiment susceptible d'avoir un comportement particulièrement dangereux. Les entreprises ne le savent pas. Pardon de vous dire, je ne suis pas sûr que ça contribue à rassurer l'usager. Donc l'élément est simple. Dans la mesure où nos services sont, pas sur l'ensemble des fichiers S, mais sur les plus visibles, les plus dangereux au courant de leurs activités, si les entreprises de transport emploient, sans le savoir, des personnes de ce genre, est-ce qu'il ne serait pas normal que les entreprises soient informées, après elles décident, mais que les entreprises soient informées parce que ça peut évidemment présenter un vrai danger. Cette obligation aurait des effets, semble-t-il, très négatifs sur le fonctionnement du renseignement en France, en entraînant la divulgation des informations contenues dans les fiches S. En effet, tout l'intérêt de ces fiches S réside justement, et j'allais dire par nature, dans le fait que les personnes qui en font l'objet ne le savent pas. Un tel amendement aurait donc des effets contraires à ceux recherchés et risquerait d'affaiblir durablement le renseignement en France. Sur l'amendement que vous proposez que les fiches S, qui constituent des signalements, soient transmises. Or, comme l'a dit à juste titre votre rapporteur, ces fiches doivent rester confidentielles et ne doivent pas être diffusées. Donc, ce qui se produit, c'est qu'on fournit à l'employeur la liste des personnes faisant l'objet d'un signalement, mais une personne privée n'a pas à connaître exactement le fond des éléments qui ne sont que des signalements et des informations dont disposent les services de renseignement. Je suis admiratif. Quasi admiratif, parce que franchement, vaut mieux ne pas le savoir, vaut mieux laisser les services faire, et si jamais il y a un attentat, on dira quoi? Qu'on ne savait pas, parce que l'entreprise, figurez-vous, la SNCF comme la RATP, s'empresseront de nous dire on n'était pas informés. Alors, moi je veux bien croire que, oh là, il ne faut surtout pas que nos services de renseignement diffusent quoi que ce soit, sauf que, pardon de vous dire, si vous avez quelqu'un de particulièrement dangereux et qui est, ne serait-ce que potentiellement susceptible de commettre un attentat, et vous dites « Ah ben non, il ne faut surtout pas le dire aux entreprises », qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Qu'est-ce que vous direz aux usagers? Que c'était pour que la qualité des services de renseignement soit protégée? Non mais sincèrement, on vit dans quel monde?
Alors autant, moi je respecte la liberté de chacun, autant sincèrement, si c'est ça la guerre au terrorisme, pardon de dire, c'est franchement la guerre en dentelle. On est quand même dans des entreprises où il n'y a pas 50 personnes, où il y a des milliers de personnes. Donc comment suivre des milliers de personnes ? On ne dit pas, comme l'a pas dit M. Karoutchi et comme l'a dit Sophie Primas, qu'on regarde l'intégralité, mais qu'on puisse être attentif au comportement d'une personne. Justement, puisque vous parlez de renseignement, eh bien, c'est que l'entreprise peut indirectement pouvoir signaler au renseignement que cette personne a ou n'a absolument aucun comportement qui peut poser problème. Et en tout cas, ça, nous, les usagers qui prenons les transports en commun, eh bien, on serait sécurisés parce que entendre ce qu'on entend, c'est-à-dire que les entreprises SNCF, Air France, Aéroport de Paris et tout le reste, personne ne sait qu'ils ont embauché, qu'ils ont peut-être depuis 15 ans ou 20 ans une personne qui est susceptible de basculer, eh bien, ça ne rassure pas et ça ne rassure pas quand on roule de l'État. On oublie effectivement que la fiche S est une fiche qui doit rester secrète, dont le contenu n'est pas connu, y compris dans cet hémicycle, et qui peut donner la base effectivement d'inquiétudes plus ou moins fortes sur telle ou telle personne. Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'une personne, il y a une enquête administrative dont la personne ne sera même pas avertie, puisque notre amendement a été refusé, et qui permettra parfaitement à l'autorité administrative qui fait l'enquête, en fonction des renseignements qu'elle a, de donner des renseignements qui seront utiles à l'employeur. Mais si la personne est en poste, je ne vois pas comment la simple communication d'une fiche S ou même d'éléments qui sont dans la fiche S réglera le problème du droit du travail, puisqu'il faudra bien à ce moment-là que l'employeur puisse baser la position qu'il a, et donc il faudra donner plus que la fiche S. Donc le vrai sujet, c'est comment le représentant de l'État, lorsqu'à partir de renseignements qui résultent de la fiche S et qui sont confidentiels, se dit qu'il y a effectivement des mesures à prendre, quelle information il peut porter à la connaissance, mais je dirais d'abord à la connaissance du procureur de la République, le cas échéant, pour avoir des éléments qui permettent d'avoir effectivement les précisions. Donc on ne peut pas résoudre cette difficulté extrêmement complexe simplement par l'adoption de votre amendement. Et puis le risque, c'est que si on devait légalement obliger le représentant de l'État à communiquer des renseignements sur des gens qui sont en liste S, eh bien, on peut être sûr que les services de renseignement auraient des fiches S1 ou S+, qui, eux, ne seraient pas visés par ce texte. Donc, je crois qu'on se crée des problèmes qui, en fait, ne peuvent pas être résolus comme cela. La fiche S, lancée à la cantonade, ne sert à rien pour l'employeur. Elle n'indique pas un degré de dangerosité et elle ne permet pas non plus à l'employeur d'apprécier seul la bonne décision à prendre vis-à-vis de la personne que l'employeur pourrait recruter ou vis-à-vis d'une personne qui est déjà dans l'entreprise. La fiche S, c'est simplement une information qui est aveugle au stade de la liste des personnes qui en font l'objet. C'est donc une disposition qui, au mieux, est inutile et au pire, pourrait se révéler contre-productive du point de vue de la sécurité. Car le bon système, c'est celui, encore une fois, dans lequel la police, qui surveille les personnes qui ont une fiche S, informe l'employeur. C'est ce qu'attend la présidente de la RATP, d'être informée, parce qu'elle dit « Moi, je ne peux pas de ma propre initiative savoir si quelqu'un est dangereux. Je n'ai pas les moyens d'apprécier si quelqu'un est dangereux. » La fiche S ne permet pas de savoir si quelqu'un est dangereux. Elle permet simplement de savoir si quelqu'un est surveillé. Quelqu'un de surveillé n'est pas forcément quelqu'un qui est à la veille de passer à l'acte. Par conséquent, si nous voulons être efficaces, nous devons organiser l'information entre la police et l'entreprise, de sorte qu'à tout moment, l'entreprise puisse prendre en application des règles soit de la fonction publique quand il s'agit d'une entreprise sous statut, soit du contrat de travail, et ce sont des règles extrêmement banales qui sont appliquées partout en France, des dispositions de sanctions allant jusqu'au licenciement ou à la rupture du lien statutaire qui unit l'agent à l'entreprise, parce que cet individu, étant dangereux, ne peut plus accomplir sa tâche. Voilà le système efficace. Nous recherchons tous, mes chers collègues, le système efficace. Je vous dis, la transmission de la liste des personnes de l'entreprise faisant l'objet d'une fiche S n'est pas en soi un système efficace. Ça peut s'ajouter à un système efficace, mais ça n'ajoute pas à l'efficacité de ce système.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de Sénat 360 à partir de 16h30. À bientôt.